Bonsoir à tous, collègues francophones et francophiles. Nous commençons aujourd'hui la série Dialogue francophone, une initiative de l'Association des professeurs de français de l'État de Bahia et qui sera diffusée une fois par mois sur la chaîne de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Nous comptons également avec l'appui de l'Université de l'État de Bahia et de l'Université fédérale. Pour cette émission, nous avons le soutien de l'Association internationale d'études québécoises, l'AEQ. Alors, je peux mettre le logo, Hélène. Le plus grand réseau de chercheurs sur le Québec du monde, dont le logo, nous partageons avec vous. Alors, je me présente alors. Je m'appelle Alicia de Souza et je suis vice-présidente de l'AEQ pour les Amériques. Je suis professeure de l'Université de l'État de Bahia et je suis professeur associé de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où je fais un doctorat en sémiologie et où je suis maintenant. Avant même de dire en quoi consistent ces émissions, je voudrais vous dire de suivre l'association LAPFEB sur l'Instagram parce qu'il y a plusieurs émissions comme Français chez vous, qui sont sendo mini-cours, APFEB va lives, beaucoup d'ateliers pour les professeurs de français comme langue étrangère, et aussi il y a des séminaires de civilisation francophone qui sont produits avec le partenariat de l'Université de l'État, Université d'État de Feira de Santana. Bon, mais nous avons conçu ces émissions comme une sorte de magazine qui peut suivre de près l'actualité littéraire avec beaucoup de plaisir. Nous voulons que ce soit plutôt une causerie qui informe, qui instruise sur les réflexions les plus récentes à propos des lectures actualisantes des textes, sans perdre de vue, évidemment, les débats concernant les puissances de transformation éthique et politique que l'esthétique dégage. Alors, je vais commencer à présenter nos invités. D'abord, je commence par professeur Zila Bent, qui est professeur titulaire à la retraite de langue et littérature de langue française de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, au Brésil, et aussi professeur à l'Université La Salle, dans les programmes de post-graduation en mémoire sociale et des biens culturels. Elle est chercheure du Conseil national de recherche à Brasilia. Elle a fait un doctorat à l'Université de São Paulo et a fait des études postdoctorales à l'Université de Montréal. Elle a été plusieurs fois professeure invitée à l'Université Laval, UQAM, Université Rennes 2, Sorbonne et plusieurs autres. Elle a reçu l'Ordre national du Québec au niveau de chevalière en 2001 et au niveau d'officière en 2014. Elle a reçu les palmes académiques au niveau des chevalières et d'officières et le prix international du gouverneur général en études canadiennes en 1209. Avant de parler de ces publications, j'aimerais bien souligner qu'elle a fondé l'Association brésilienne d'études canadiennes, la BECAM, et elle a été présidente du Conseil international d'études canadiennes de 2003 à 2005. Elle a fondé aussi la revue Interfaces Brésil-Canada en 2001, que vous pouvez regarder au Google, et qui est encore très active avec plusieurs dossiers, surtout en études comparées Québec, Brésil, Canada, Brésil. Bon, Zila a beaucoup de publications. C'est immense ce qu'il y a de la publication, mais pour à cause du temps, je vais montrer seulement deux très significatifs qui ont des rapports avec notre émission. La première, c'est celle-ci qu'elle a organisée
avec Bernard Andrés et Vinesh Singh. Je pense que c'est comme ça, n'est-ce pas, Zila? D'Haïti aux Trois Amériques, hommage à Maximilien Laroche. Maximilien Laroche, qui a été un des pionniers des échanges entre le Brésil et le Québec, qui a reçu tout le monde chez lui quand on venait pour faire le stage de 3 semaines à l'Université Laval, qui a été au Brésil plusieurs fois et qui a fait beaucoup d'études comparées entre les Haïti, Québec et Brésil. Et aussi, Zila a publié La persistance de la mémoire, qui a inspiré le titre de notre émission, parce qu'elle va aussi parler de la mémoire et de la transmission, pour utiliser ces mots, je dis, la mémoire et la transmission sont les deux côtés de la même monnaie. Alors donc, elle va nous expliquer tout ça, La persistance de la mémoire, qui a été publiée en 2019, à Paris par la Société des écrivains. Bon, dans ce livre, il y a un chapitre où elle aborde 2 romans de Catherine Mavrakakis, qui c'est Le ciel de Beysiri de 2002, Fleurs de crachat, qu'elle considère comme des romans de la post-mémoire. Mais elle va expliquer tout ça. Et maintenant, je commence à parler de cette écrivaine extraordinaire qui est Catherine Mavrakakis, qui a publié de nombreux romans, dont La balade d'Ali Baba, Les derniers jours de Smokey Nelson, Le ciel de Beysiri, Oscar de Profundis, l'annexe. Elle est l'auteur d'un oratorio, Omaha Beach, si je dis bien, et d'un récit sur sa mère, L'absente de Toubuké. Sa plus récente fiction parue s'intitule Impromptu. Elle écrit aussi des essais, parmi lesquels Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone, et L'éternité en accéléré. Alors, bon, j'ai fait cette brève présentation de nos invités, écrivaines. Toutes les deux, elles sont des écrivaines, elles sont des professeurs aussi. Hein. Et Catherine, elle enseigne à l'Université de Montréal. Et je vais les laisser dialoguer maintenant, tout en sachant qu'elles ont beaucoup de choses à nous transmettre sur le dynamisme des archives mémorielles. N'hésitez pas à poser des questions dans notre chat et nous essayerons d'y répondre tout à la fin. Mais là, je veux dire quelque chose, je veux dire annoncer la prochaine émission, parce que si j'oublie, la prochaine émission, c'est censé être sur l'atelier géopoétique québécois avec Rachel Bouvet et Jean Morissette, tous les deux de l'Université du Québec à Montréal. Mais maintenant, c'est Zila Bent et Catherine Mavrakakis. Alors, je passe la parole à Zila Bent. Bonjour Zila, sois bienvenue à notre émission. C'est un grand plaisir de nous rencontrer de nouveau, de nous ramasser de nouveau, comme on dit en québécois, dans une émission comme ça, si importante pour notre public, avec un sujet si intéressant. Alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir, un grand merci, Licia. Il faut que j'exprime ma gratitude d'être là et de dire que je suis donc l'invitée de cette ambassadrice du Brésil au Québec, du Québec au Brésil, parce qu'elle est aussi québécoise naturalisée, n'est-ce pas? Et donc, je suis ravie d'être là à cause de ton invitation et surtout d'être en présence de Catherine Mavrakakis, qui est une autrice, comme on dit maintenant. J'ai hésité un peu à adhérer à cette expression. Je parlais d'auteur ou écrivaine, mais je vois que aussi Catherine utilise l'expression autrice.
et que depuis que je me suis mise à étudier les questions de mémoire sociale, de mémoire et transmission, et je me suis mise alors à lire des auteurs du Québec, du Brésil, et surtout cette nouvelle génération, ces écrivaines très jeunes, et comme Catherine, et aussi de France. Et je vois des éléments en commun. Cette préoccupation, et je pense que c'est un peu par là que je vais commencer, cette préoccupation de laisser un peu de côté l'autofiction, c'est-à-dire de cette écriture centrée sur le jeu, sur soi-même, et d'aller vers ce qu'on appelle aussi le roman de filiation, le roman de l'ancestralité, c'est-à-dire non plus tout ce que parler de l'antériorité avec I, mais de l'antériorité avec un A, et donc parler de ce rapport de filiation et qui évidemment vont déclencher toute une possibilité de raisonnement sur la mémoire. Parce que la grande préoccupation, une des grandes préoccupations donc de ces romans de la modernité maintenant, et que Catherine Marie Kakis est un grand exemple pour la littérature québécoise, c'est donc cette insistance, cette préoccupation de transmettre l'héritage, le legs mémoriel de leur ancestralité, surtout du côté des femmes, n'est-ce pas? Bon, alors ce qui intéresse aujourd'hui, c'est d'écouter Catherine et pas moi, et je vais passer à quelques questions que au fur et à mesure des lectures de la nombreuse publication de Catherine, j'ai pu donc détacher quelques questions. On pourrait faire beaucoup d'autres. Mais juste avant de commencer, on pourrait peut-être pour le public, parce qu'on a annoncé cette émission sous le titre de Persistance de la mémoire. Alors, je voudrais dire, tu as déjà montré les livres, je voudrais dire seulement que la persistance de la mémoire, rappeler simplement ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que c'est le titre d'un tableau, un petit tableau qui n'est pas très grand, il était petit, peint par Salvador Dali, en 1931. Et aujourd'hui, ce tableau, il est au MoMA, Musée d'art moderne de New York. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce tableau? On trouve de montres molles, c'est de montres qui sont déformées. Alors, si la mémoire et la préoccupation avec le temps, comme nous apprend Aristote, pourquoi mettre de montres qui sont là et apparemment qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont déformées, n'est-ce pas? Elles sont molles. Mais je pense qu'il y a là, dans ce tableau, quelque chose qui nous parle pour nous dire que la mémoire et l'oubli sont les deux côtés de la même monnaie, la mémoire et l'oubli. Et que donc, les montres molles seraient un exemple de cette persistance non seulement de la mémoire, comme de l'oubli, et qui est montré que l'oubli n'est pas l'antonyme de mémoire, mais une composante importante, n'est-ce pas? Et aussi, donc, montrer que la mémoire, c'est pas quelque chose qu'on va la prendre, qu'elle est là dans une boîte, dans un coffre, et qu'on va la sortir, mais elle nous vient par des éclats. Et on voit ça
très souvent dans les livres de Catherine, n'est-ce pas? Et ces éclats du passé qui réapparaissent dans le présent. Et aussi dans la littérature de Catherine, on voit une très forte, très importante tendance à ressignifier, et ces mémoires, elles n'ont pas de valeur si elles ne sont pas ressignifiées dans le présent. Et c'est ça qu'on profite beaucoup de la lecture, parce qu'on voit ce travail de ressignification de ces éclats, de ces réminiscences qui viennent, n'est-ce pas? Et elle est capable de ressignifier dans ses romans. Alors, je pourrais donc commencer par de poser la première question, n'est-ce pas, à Catherine, que dans ce livre, dès que c'est la IEQ aussi qui nous finance ici, je voudrais montrer ce livre qui a eu le financement de la IEQ, L'extrême contemporain Québec, publié après un colloque qui a eu lieu à New Delhi en 2020, auquel j'ai participé. Et dans ce livre, il y a 2 articles sur la balade d'Ali Baba. Un qui est moi qui ai écrit, et l'autre qui est Doris Eibel, que je pense que tu connais, n'est-ce pas? Je pense que vous allez être ensemble dans ce colloque à Calcutta aussi, n'est-ce pas? Alors, dans ce livre, il y a donc, dont le titre est l'extrême contemporain. Il y a 2 articles. Le mien s'intitule Littérature de l'après, roman déconcertant du Québec et du Brésil, lu en perspective comparée, que je compare donc le travail de Catherine avec une autrice brésilienne que j'apprécie beaucoup aussi. Et donc, celui de Doris Eibel, c'est question de filiation dans la balade d'Ali Baba. Cela prouve le très grand intérêt de nos jours pour le récit dit de filiation, qui sont en vérité de romans autofictionnels, car parler des parents, c'est un subterfuge, et je veux savoir si Catherine est d'accord avec ça, c'est aussi un subterfuge pour parler de soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Merci Alicia, merci Azila. C'est vraiment un grand honneur d'être auprès de vous ce soir. Et je suis très honorée de pouvoir discuter avec vous, Zila, de votre rapport littéraire à la mémoire, hein, rapport littéraire et philosophique. Pour moi, je parlais bien sûr, j'ai parlé dans la balade d'Ali Baba du rapport d'une narratrice à son père, mais c'était, il y avait bien sûr l'idée de parler un peu de moi, en effet, mais j'essayais de montrer ce qu'était la fidélité à une mémoire. Qu'est-ce que c'est être fidèle à la mémoire de son père? Surtout quand son père vient d'un autre lieu, d'une autre culture que la culture québécoise dont émanait ma narratrice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut hériter quand cet héritage n'est pas toujours tangible, puisque on n'hérite pas on ne peut pas aller dans le cimetière de ses grands-parents. Mes grands-parents, par exemple, à moi, ils sont tous enterrés ailleurs qu'au Québec. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le premier qui est mort dans ma famille, c'est mon cousin, et c'est le premier qu'on a enterré en terre américaine, nord-américaine. Bon, qu'est-ce que c'est hériter avec des signes peut-être moins tangibles, avec moins de
de traces manifestes, géographiques. Il n'y a pas de rue Mavrikakis au Québec. Peut y avoir des rues Talbot, il peut y avoir des rues Desrochers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un rapport à la géographie qui est aussi très différent. Je suis allée en Crète pour la première fois de ma vie il y a 2 ans. J'ai vu des endroits qui s'appelaient Mavrikakis, alors que je ne sentais rien en commun avec nécessairement les Crétois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un fossé entre pour les enfants d'immigrants, je crois. Et je voulais montrer qu'est-ce que c'était cette persistance, pour reprendre les mots de votre livre, cette persistance des traces. Où elles sont ces traces? Comment se manifestent-elles quand elles ne sont pas aussi tangibles? Et dans mon livre, La balade d'Ali Baba, où la narratrice a affaire avec le fantôme de son père, hein, il lui apparaît, il lui demande de l'enterrer ailleurs, de le déterrer et de disperser ses cendres. Ce que je voulais montrer, c'est donc qu'est-ce que c'est être fidèle à ses origines et qu'est-ce que c'est être fidèle à certaines cultures. Ce père a toujours été un cosmopolite. Il a jamais voulu habiter quelque part. Et le voilà qui, dans la mort, est pris au cimetière Côte-des-Neiges. Hein? Et lui, il a envie d'être partout dans le monde encore. Alors, il lui demande de le déterrer et de disperser ses cendres pour que les cendres puissent voyager. Hein? C'était un peu ça que je voulais montrer, que c'était qu'est-ce que de cette culture cosmopolite du père, il pouvait rester, et qu'est-ce que c'était la fidélité. Donc, je trouve que votre titre, Zila, sur la persistance, sur l'insistance, sur l'impossibilité de couper avec ce passé, est particulièrement bien pensé parce que je crois que c'est le cas pour beaucoup de textes qui essayent de redéfinir ce que c'est la transmission à l'heure actuelle dans l'extrême contemporain. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que ça va? Et je peux continuer, il faut m'arrêter. Moi, je suis le genre, il faut m'arrêter. Mais si vous voulez, merci beaucoup de cette première question qui nous permet de dresser la table. Et on pourrait ajouter aussi, parce que peut-être que pas tous les gens qui nous écoutent ne savent pas que tu es une spécialiste de la littérature de langue anglaise, de la littérature anglaise, n'est-ce pas? Et qu'il y a beaucoup de traces aussi, n'est-ce pas, de Shakespeare, n'est-ce pas? Ouais, je suis pas spécialiste tout à fait de littérature, mais en effet, la balade d'Ali Baba, c'est complètement basé sur le fantôme du père, c'est une intertextualité, le fantôme du père qui vient demander des comptes. Et voilà. Et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu grotesque, parce que je suis très loin d'être Shakespeare, mais j'avais envie de reprendre ça pour rendre ça un peu grotesque. Qu'est-ce que le père vient demander à la fille? Et là, je voulais aussi, tout à l'heure, tu parlais de la transmission au féminin. Et qu'est-ce que le père peut venir demander à une fille, alors que, bon, on a plutôt l'habitude que le père vienne demander à son fils, hein, d'apporter, de venger ou etc. Là, il y avait tout le rapport à la fille qui me semblait intéressant, et puis un père qui était aussi très grotesque au départ. Et de montrer que le temps est hors de second, n'est-ce pas? Et de montrer que le temps est hors de second, absolument. Alors, non, il y a énormément de détails, n'est-ce pas, dans tes livres, et c'était très, très riche. Alors, pour rester un peu dans cette idée d'écriture de filiation,
où le narrateur essaye de creuser les silences, n'est-ce pas, les non-dits, ce que tu viens de dire, tout ce qui n'a pas été dit entre le père et la fille, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, le non-dit de l'histoire familiale. Est-ce que l'on peut dire que c'est une forme de réparation, de restitution de ce qu'on n'a pas pu dire ou faire quand les parents étaient vivants, ou à l'époque où nous avons vécu avec les parents ou les grands-parents? C'est une bonne question. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je crois que le rapport avec les gens ne finit pas quand ils sont morts. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que les gens sont vivants, hein, vous m'entendez bien. Mais je crois que le rapport avec nos morts évolue. Des fois, on peut, au début, on a peut-être beaucoup de peine, et puis des fois, on a de la colère, puis dans 10 ans, on va revivre des choses qui étaient quand on était enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deuils, si ça fait longtemps qu'on a perdu quelqu'un, le rapport à ces gens qui sont morts évolue comme si on continuait tout seul à développer un autre type de rapport avec eux. Et je crois que j'ai peut-être utilisé certains de mes livres pour continuer ce rapport que j'ai de toute façon, parce que j'ai un rapport très fort à ceux qui sont partis. C'est comme ça. J'arrive pas à me débarrasser des gens facilement dans ma tête. Et donc, ils restent là pour moi et je dis ça avec affection. Les gens restent pour moi. Il y a une présence qui je pense aux gens. Et est-ce qu'il y a quelque chose de réparateur? Je ne sais pas. Peut-être. Moi, c'était simplement... j'avais l'impression que c'était pas terminé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et peut-être comme ma narratrice, c'est-à-dire il y avait un devoir d'être fidèle qui n'avait pas été accompli jusqu'au bout. Et je vais le dire comme ça c'est vraiment de l'anecdote, ça c'est moi, c'est ma vie. Mais mon père avait dit aux infirmières avant de mourir, ma fille va écrire un livre sur moi. Et c'était pas vrai à l'époque. Mais je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est pas prémonitoire, peut-être qu'il est en train de me demander. Donc j'ai écrit un livre sur mon père, mais un livre qui lui ressemble beaucoup. Je l'ai souvent dit. Je n'aime pas du tout le titre La balade d'Ali Baba, ça me plaît pas du tout ce titre, mais mon père adorerait. Et mon père aurait adoré ce titre-là. Il aurait trouvé ça, il aurait compris, il aurait aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aurais fait un titre beaucoup plus intellectuel, prétentieux comme je suis. Donc, j'aurais mis, mon premier titre, c'était Conversation avec un mort. Et donc, mon père, ça aurait détesté. Mais je me suis dit, la fidélité, c'est d'écraser mon ego, mon ego d'intellectuel et de dire, je vais faire un livre pour mon père, alors je vais mettre un titre qui ressemble à mon père. Et je ne sais pas comment vous dire, je pourrais répondre à la question de la réparation. C'est aussi, réparer, c'est être fidèle à certaines choses pour moi. Des fois dans la vie, on n'est pas toujours fidèle aux gens parce que mon père et moi, on s'entendait pas très bien. Je lui en voulais beaucoup pour beaucoup de choses. Mais il me semble que dans cette conversation que nous avons maintenant, dans la mort, cette conversation où c'est juste moi qui parle, nous pouvons non pas nous réconcilier, mais je peux lui faire des concessions que je ne pouvais pas lui faire dans la vie. Et par contre, par rapport à votre mère, qui avait un rapport très, très fort avec votre mère, vous avez aussi consacré un livre, L'absence de tout bouquet, qui est aussi un livre très beau. Je pense que ça a été écrit pendant la période où elle était malade, n'est-ce pas? Elle venait de mourir en fait. Oui.
Et j'ai lu quelque part, où j'ai écouté une entrevue que vous avez fait, je ne me rappelle pas la personne, mais c'était à Montréal, qui a fait une approximation de ce livre avec, et de cette sensation de perte, ce deuil, cette douleur très grande de la perte de la mère avec Barthes. Avec Barthes, quand elle a perdu sa mère et qu'il finit par se laisser mourir, et quelque chose comme ça. Et d'autres, vous citez Mallarmé aussi, n'est-ce pas? D'autres auteurs qui ont fait un deuil vraiment. Et ce livre, il est vous vous rappelez donc les origines. C'est complètement différent parce que le père s'est toujours considéré comme un immigrant vraiment, n'est-ce pas, quelqu'un mais qui en même temps était cosmopolite, voulait faire le tour du monde, même si il avait laissé les enfants de côté pendant un temps. Et la mère était profondément française, n'est-ce pas? Elle a vécu à Montréal, mais toujours en faisant les tiers de comparaison, c'était toujours pour la France, n'est-ce pas? Mais les livres vous a fait aussi un très émouvant, un livre très émouvant. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu d'Absence de Toubuquet, qui est un de vos derniers livres. Oui, alors je pense que autant mon père n'aurait pas aimé que je fasse un livre sérieux pour parler de lui. J'ai pas fait un livre sérieux. La balade d'Ali Baba, c'est une espèce de folie sur le père fantôme qui revient et qui embête sa fille et qui lui demande de faire des choses. Autant, je pense que ma mère aurait voulu que je fasse un livre sérieux sur elle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un livre beaucoup plus sérieux, beaucoup plus français. J'ai fait un livre français. Vous venez de dire Barthes, Mallarmé. J'ai fait un livre dans la lignée dans la lignée de certains des grands écrivaines que j'aime, même si, bien sûr, j'ai pas la prétention d'être aussi bon qu'eux. Mais il y avait tout à fait en moi l'idée d'être fidèle encore, trouver une forme qui allait convenir à ces gens que j'ai aimés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Et bon, c'est un livre qui est beaucoup plus, je pense, un livre un peu plus difficile, L'absente de Toubuquet, parce que la relation de la narratrice qui est plus ou moins moi quand même, qui est plus moi parce que je dis je dans le texte, mais je dis je sans jamais mettre un autre nom. La narratrice est quand même dans un rapport très de souffrance à sa mère. C'est-à-dire, c'est une relation qui n'a jamais été très facile non plus. Et il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits, d'incapacité de se parler. Et justement, dans ce texte-là, la narratrice qui est au jeu dit ça commence comme ça, tu n'as jamais cultivé ton jardin. C'est une espèce de texte qui bouge, qui évolue, qui évolue pas, qui fait une alternance entre s'adresser à la mère et puis parler d'elle à la troisième personne. Hein, c'est-à-dire en faire quelqu'un d'exclu. Elle est comme ça, et puis en même temps essayer de lui parler encore pour toutes les fois où on n'a pas pu lui parler. Donc, il y avait l'importance pour moi, c'est ce que j'ai dit par rapport, il y avait l'importance pour moi de faire exister un texte qui était peut-être très, je trouve que c'est mon texte le plus français et le moins québécois. Et moi qui viens d'une mère française, c'est mon texte le plus français parce que ma mère était française et j'ai voulu faire un texte à son image. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment essayé de trouver, de trouver ce qu'il y avait de plus français en moi. Il y a quand même pas mal de choses parce que c'est la moitié de ma mère m'a beaucoup. Ma mère avait un culte de la France qui était fou, et elle était très chauvine comme le sont les Français. Donc elle voulait pas qu'on ait l'accent québécois. Elle nous interdisait
nous intégrer. Elle était vraiment dans c'était une personne qui vivait complètement hors du monde, ma mère. Donc, j'ai voulu faire un livre qui était peut-être un peu hors du monde, comme elle, c'est-à-dire un livre qui est un peu anachronique aussi, qui est un livre comme on aurait pu le faire il y a 50 ans. Et parce que c'est un livre un peu avec une langue précieuse parfois, etc., etc. Je dis pas qu'il n'est pas vivant, mais si je le compare à d'autres, c'est mon livre peut-être le plus maniéré, voilà. Avec de parties en italique, n'est-ce pas? Exactement, voilà. Voilà. Alors, on pourrait peut-être parler de ton dernier livre, L'Impromptu, que là, je trouvais très bien parce que je le trouvais très féministe, n'est-ce pas, et vraiment moderne. Et c'est donc l'histoire c'est un livre qui va montrer le machisme, n'est-ce pas, de certains profs au profil mandarin. Ici, chez nous, c'était machin, on dirait, de professeurs qui pensent que comme ils sont dans une position qu'ils peuvent profiter, n'est-ce pas, avec les étudiantes du sexe féminin, n'est-ce pas? Et alors, aujourd'hui, on voit beaucoup moins. Je pense, ça, surtout au Brésil. À mon époque, donc j'ai pu évaluer parce qu'à mon époque, il y en avait encore. Mais aujourd'hui, je pense que les femmes se sont imposées d'une façon très importante qu'on voit moins. Mais c'est vraiment intéressant de traiter ce thème, n'est-ce pas, du vieux professeur, comme dit titulaire au Brésil, et en France et au Canada, il suffit de dire professeur, n'est-ce pas? Mais vous signalez très bien que nous pouvons appeler, mais vous signalez très bien ce que nous pouvons appeler la revanche de Caliban, n'est-ce pas? Vous, à la fin, il y a la revanche de Caliban. La jeune étudiante qui faisait tout pour plaire à son maître et qui se rend compte par la suite de l'exercice du pouvoir qu'il exerçait auprès de jeunes étudiantes et qui, au moment de son décès, quand la direction de l'université offre, n'est-ce pas, à cette étudiante qui est la narratrice, n'est-ce pas, lui offre d'occuper la place. Donc, le professeur est décédé, il faut que les étudiantes les plus brillantes va être invitée pour occuper cette place, n'est-ce pas, qui était la grande ambition de la narratrice. Finalement, tout ce qu'on souhaite quand on commence une carrière à l'université, c'est d'arriver, n'est-ce pas, au bout, qui est le poste de professeur. Alors, mais elle n'accepte pas d'occuper cette chaire qui prenait le nom du vieux maître abusif. Alors, je trouve très contemporain, très moderne, et si vous voulez en parler un petit peu. Oui, merci beaucoup Zila de l'avoir lu, merci. Alors, j'ai voulu faire une farce, j'ai voulu faire un texte très drôle. On me reproche toujours de parler de la mort, donc je me suis dit pour une fois, je vais en parler, mais autrement. Et donc, j'ai voulu faire une espèce d'énorme farce. C'est une commande, c'est quelqu'un on m'a commandé dans une dans une collection en France, c'est Fiction d'Europe, un texte sur l'Europe. Et j'ai dit, première réaction, j'ai dit, mais je vais bien écrire un texte sur l'Europe, mais je suis pas européenne, qu'est-ce que je connais à l'Europe? Et Benoît Véril, qui est le directeur de la collection Fiction d'Europe, à la Contralée, me dit, mais justement, écrivez sur l'Europe. Alors, j'ai écrit sur mon rêve d'Europe, sur le rêve d'Europe des Québécois, surtout dans les années 80, qui avaient un rêve de connaître bien l'Europe, que ce soit en études françaises où j'ai fait mes études, de connaître la littérature française, ou en littérature allemande où ma narratrice est une spécialiste de la littérature allemande. Donc, elle va devenir plus catholique que le pape, plus allemand que les Allemands. Hein, elle va, bon.
Et j'ai voulu ce rêve un petit peu que nous avons, je ne sais pas si vous l'avez, mais on a beaucoup de mal de se détacher de la mère patrie. Alors ça me touche beaucoup qu'au Brésil, vous ayez fait, Licia et vous, Zila, vous avez décidé de faire beaucoup de liens avec le Québec. Vous avez décidé de ne pas seulement étudier la littérature française du vieux continent. Vous avez compris que le français, c'était en Haïti, c'était au Québec. Vous voyez, c'est pas, ça peut être en France, bien sûr, mais là, nous n'avons pas toujours été comme ça, et particulièrement au Québec, nous avons souvent été, certains départements plus que d'autres, certaines institutions plus que d'autres, peut-être moins l'UQAM que l'Université de Montréal, nous avons été très tournés vers l'Europe, hein, l'Europe comme la vérité, le sens, etc. Alors j'avais d'abord envie de rire de ça, de notre désir de l'Europe, de notre désir comme s'il y avait que du français ou que bon. Et là, c'était l'allemand. Et j'avais envie aussi de rire de la relation. Là encore, peut-être ça reprend la balade d'Ali Baba, mais du maître masculin à la jeune fille, à la fille la fille spirituelle, qui est une jeune femme, voilà. Et je voulais, alors, j'ai pas beaucoup parlé, en fait, des abus sexuels de ce professeur. On les devine dans mon texte. On devine parce qu'il a épousé une étudiante. Mais il lui fait pas vraiment d'avance à mon personnage. Il est juste totalement infect. Mais c'est pas ça. J'avais envie de mettre ça en second plan parce que c'est une évidence. Mais en ce moment, je me suis dit, il y a tout le rapport à MeToo. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais pas dire quelque chose de plus intelligent que ce qui a déjà été dit. J'avais envie de montrer un système où c'est tout à fait banal d'embêter les étudiants et puis on n'en parle même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais montrer ça en passant. Et c'est surtout comment ce personnage-là n'a pas d'intérêt pour la littérature des femmes, n'a pas envie qu'une femme ait son poste, même si elle est la meilleure, n'a pas envie a envie d'une cour qui va dire comme lui, et aussi, et bon, je voulais lui donner un petit caractère un peu drôle, c'est qu'il est quand même totalement, comme on dirait au Québec, cheap, mais totalement radin. Hein? Et bon, alors j'avais envie d'écrire un personnage comme ça qui n'est pas généreux, qui n'est absolument pas généreux, mais malgré tout, alors ça c'est intéressant pour parler de la transmission il y a malgré tout en lui quelque chose qu'il transmet à cette jeune femme. C'est-à-dire, elle va dans ses cours, elle a pas beaucoup, elle est à moitié allemande, mais elle n'a pas appris l'allemand. Et elle est allemande par sa mère et québécoise de par son père. Elle vit au Québec, mais elle n'a jamais appris l'allemand. Mais elle va décider dans les cours de cet homme qui est pourtant infect, hein, d'apprendre l'allemand, de devenir prof d'allemand. Alors ça, j'aime bien aussi cette idée-là, c'est-à-dire quelque chose peut exister, quelqu'un peut nous faire un cadeau alors qu'il n'a pas envie de nous le faire. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, la transmission, c'est ça aussi. C'est j'oblige, moi, comme petite étudiante, je peux obliger quelqu'un, même s'il n'a pas envie, il le fera pas, mais grâce à cette personne, je vais apprendre l'allemand, je vais devenir une spécialiste de l'allemand. Et c'est heureusement qu'il y a ça à l'école, parce que les professeurs en général, et j'en suis, on n'est pas toujours généreux, mais heureusement que les étudiants arrivent à prendre des choses de nous et à se les approprier. Hein. Bon, on essaye d'être généreuse, surtout les femmes, et peut-être les hommes aussi, mais il y a eu toute une génération, c'était une chasse gardée d'être professeur. Et c'était pas pour tout le monde. Et c'était pas pour tous les milieux. Et c'était etc., etc., etc. Donc, pourtant, elle n'a pas accepté de prendre la chaire. Absolument. Elle ne veut pas parce qu'elle n'est pas sûre. Et ça, c'est une question que j'ai aussi par rapport à votre idée de persistance de la mémoire. Et c'est une question que j'ai comme professeur. Elle n'est pas sûre qu'il faille enseigner simplement
comme il l'a fait toute sa vie, les romantiques allemands à des jeunes qui ne savent rien de la littérature allemande. Elle n'est pas sûre qu'il faille que ce soit la première chose. Il y a peut-être d'autres choses pour leur... On pourra leur montrer les romantiques allemands après, mais il y a peut-être des auteurs plus contemporains, des choses plus... Et c'est cette tradition qu'elle questionne. Elle questionne l'obligation de se souvenir. Alors que ce que j'aime dans ce que vous faites ou dans ce qui est pensé, c'est que la mémoire, c'est quelque chose de vivant. On va peut-être arriver aux romantiques allemands, mais c'est pas obligé de l'imposer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être moyen on tombera sur un texte d'un écrivain qu'on aime, et puis il aimera les romantiques, alors on ira. Vous voyez, c'est par hasard. Et je pense que elle se pose des questions sur l'obligation d'une certaine mémoire, d'un certain patrimoine culturel qu'on doit absolument passer. Elle préfère quelque chose de beaucoup plus vivant et elle va refuser. Et je pense qu'elle ne pouvait que refuser parce que je pense qu'on peut hériter de certaines choses, mais il faut apprendre à ne pas hériter de choses trop évidentes. C'est-à-dire qu'elle est redevable d'un certain nombre de choses, d'être allée en Allemagne et tout, mais elle ne veut pas donner continuité à ce genre d'enseignement traditionnel. Elle voudrait que sa chair soit sur d'autres choses voilà, modernes, ou inverser, ne pas répéter. Et si elle accepterait la chair, il aurait fallu donner suite à cette question, disons, n'est-ce pas? Ok, Licia, je ne sais pas, peut-être on va à la dernière question. Oui, la dernière question, je vais seulement faire... je ne sais pas si tu dis qu'il y a encore une dernière, sinon... Pour lier avec tout ce que vous dites là sur la transmission, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné en lisant vos textes. Et Zila, elle dit très bien, cette question de la transmission, parce que ces auteurs-là, ils sont aimantés par le passé, mais ils sont aussi incommodés beaucoup par les mondes contemporains. Ils vont inventer une autre histoire, peut-être que la mémoire invente une autre histoire. Et la question est celle qu'ils vont parler. Ce sont des gens déjà de troisième génération qui vont parler de quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils vont parler de quelque chose qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ont entendu dire par leurs parents et grands-parents, qui n'avaient pas les conditions émotionnelles de raconter au moment où ils ont vécu les fêtes. Hein? Ils ne pouvaient pas parler de ça. Et il y a par exemple dans vos écrits l'exemple d'Auschwitz, par exemple. Les parents-là, ils ne pouvaient pas parler, les grands-parents ne pouvaient pas parler sur Auschwitz, c'était trop traumatisant. Alors, ce sont les héritiers, les héritiers des auteurs qui héritent cette histoire et qui vont parler de ça. Hein? Alors que, comment ça se passe là? Oui, mais vous avez raison, Alicia. Je pense qu'il y a dans le transgénérationnel, il peut y avoir une grande liberté. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Hein? Il faut l'espérer. Que vous avez raison, il y a des générations, une génération, deux générations, et puis qu'est-ce que c'est? Alors, je vais raconter une anecdote qui est un peu banale, mais qui est importante. C'est que en ce moment, on parle tous de la guerre en Ukraine, bien sûr, et on est tous très haletants et dans la peur. Et ce matin, je parlais à une de mes amies qui est en Roumanie, qui est très angoissée là-bas, et elle me disait, je n'arrive pas à penser, je suis complètement hantée, je ne peux pas parler, je suis tellement hantée par le passé, ce que mes parents m'ont raconté du régime soviétique, de la Roumanie soviétique, je suis terrorisée. Et elle a une petite fille qui a 10 ans,
Et elle me dit, ma fille a voulu que je lui raconte. Et je n'avais pas de... Tout ce que je pouvais lui dire, c'était des choses qui avaient lieu avec le passé. Je ne pouvais pas lui dire ce que c'était le présent vraiment parce que je ne le voyais plus. J'étais juste hantée par le passé. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire cette troisième génération ou ces quatrième génération, ils ont bien sûr besoin de savoir le passé, mais je crois aussi qu'ils ont besoin de nouveaux discours. C'est-à-dire que même si on a l'impression que ce qui pourrait se passer, c'est la répétition du passé, il faut aussi trouver de nouvelles façons de le dire pour que il y ait aussi la possibilité d'inventer. J'ai l'impression que les et je crois que la deuxième génération ne peut pas. Ce que vous dites sur la troisième génération, Alicia, moi je suis une enfant de la deuxième génération et je crois que j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que ça prend au moins 3 générations pour que les choses puissent changer et qu'on puisse libérer vraiment les choses, repenser, etc. On a vu ça en Allemagne, on voit ça partout. Je pense que ça prend 3 ou 4 générations pour que les choses, alors, ou elles s'oublient, ou alors elles vont pouvoir se dire. Et je crois qu'elles peuvent se dire avec le temps et uniquement avec le temps, dans une capacité de réinventer les choses, de les faire bouger. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a maintenant plusieurs romans, plusieurs auteurs qui parlent de la dictature brésilienne. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque. Voilà. Voilà. C'est maintenant qu'il y a une profusion d'écrits, de récits. Hein? C'est ça, parce que ce sont des gens, ou bien des gens qui ont déjà pris beaucoup de distances, ou bien ce sont les enfants de ceux jeunes qui ont été torturés, assassinés. Vous avez tout à fait raison. Je crois que ça prend du temps. Ça prend du temps et on ne peut pas se débarrasser comme ça de traumatismes historiques. Et on ne peut pas raconter facilement. Oui, dans les écrits de Michael Pollock, il dit ça, la deuxième génération ne parle pas. La troisième génération, n'est-ce pas, qui a cette mémoire qui vient de ce qu'elles ont écouté, n'est-ce pas, à la maison, mais c'est elles qui vont avoir le courage de déclencher les processus de remémoration, n'est-ce pas? Cette dernière, il y a ici très intéressante cette discussion, particulièrement la question transmission-liberté. J'aimerais savoir le titre de ce dernier roman. Je veux lire. Le dernier roman dont on a parlé, c'est impromptu, non? Oui, c'est impromptu. Oui, c'est très court. C'est un avantage. C'est très court. Oui, je l'ai. C'est impromptu. Oui. Et c'est facile d'obtenir de façon virtuelle. Parce que pour nous au Brésil, là, c'est un grand problème de faire l'importation des livres du Québec. C'est vraiment difficile. Même les maisons d'édition, c'est très facile en France, c'est très difficile au Québec, et aussi les prix du transport. Donc maintenant, on a accès aux versions virtuelles. Ça nous aide beaucoup d'être à jour, n'est-ce pas, avec les dernières publications. Mais c'est beaucoup la même chose pour tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de livres. Des fois, ça prend des mois pour les commander et là, on peut aller les chercher. C'est quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter de livres, mais je crois qu'il y a une facilité qu'il ne faut pas non plus négliger. Hein, c'est quand même intéressant de pouvoir lire un livre rapidement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hélène? Je regarde ici, je ne vois pas, mais je ne vois pas tout le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi non plus. Elle a dit que non, qu'il n'y a plus de questions. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, Zila? Oui, je vais peut-être une dernière, n'est-ce pas?
Est-ce que Catherine Mavrickakis est une écrivaine migrante québécoise francophone, ou bien c'est que j'aime bien l'expression qu'utilise Dany Laferrière quand on lui demande: vous êtes un écrivain français, québécois, haïtien? Il va nous dire: je suis un écrivain américain. Alors, là, cette question de titre, je sais que c'est des étiquettes, c'est toujours contraignant. Alors, c'est assez simple pour moi. Je suis une écrivaine québécoise. Pour moi, je suis québécoise, je suis une écrivaine québécoise. Et je suis contente que être québécois ou québécoise, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est pour moi très important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ne pense pas qu'il faille dire oh, moi, je ne suis pas québécois parce que ceci, cela, et laisser à des gens la possibilité de dire qu'eux, ils sont québécois parce qu'ils seraient plus de souches ou plus de. Moi, je publie au Québec, je vis au Québec, j'ai ma façon d'être québécoise et elle vaut autant que que celle de n'importe qui. Donc, je suis complètement une écrivaine québécoise. Par contre, je comprends tout à fait Dany Laferrière, il me semble, il va dire américaine, mais moi, mon père, quand j'étais petite, je le dis, je l'ai écrit, on nous demandait toujours. Il était grec, il avait vécu en Algérie, au Canada. Et on lui demandait toujours, mais d'où venez-vous quand il était avec nous? Et mon père disait, Madame, je suis chinois. Et ne demandez pas à mes enfants, ils sont aussi chinois. Ce qui voulait dire, à l'époque, maintenant ça voudrait dire autre chose, mais c'était, nous sommes n'importe quoi, nous sommes pas ce que vous voulez, où vous voulez nous assigner. Alors, il y a de ça en moi, c'est-à-dire de refuser toutes les étiquettes, mais je veux aussi dire, en refusant toutes les étiquettes, je pense que c'est important de dire que être québécois, c'est 1000 choses. Et il y a autant Marie-Claire Blais que Dany Laferrière, que Daphné Bleu. Il y a plein de choses. C'est la diversité. Voilà, à laquelle que vous avez toutes les deux, sur laquelle vous avez toutes les deux travaillé. Je crois que vous avez essayé de voir cette diversité au Québec, et peut-être qu'elle correspond à quelque chose, et là c'est moi qui pourrais vous poser la question, mais à quelque chose aussi de votre propre société. Il y a quelque chose enfin c'est peut-être un cliché, mais il y a quelque chose de à mon avis, le Brésil, c'est une société aussi très difficile à comprendre parce que très multiple. Oui. Un continent. C'est un continent très difficile, oui. Oui, non, mais on s'est toujours laissé séduire, on s'est laissé séduire parce qu'on a trouvé une facilité des dialogues, beaucoup plus facile les dialogues avec les collègues, avec les institutions du Québec que de France, où il y avait un écart, n'est-ce pas, monsieur le professeur, oui, qui ne s'intéressait pas toujours par ce que nous faisions. Et à partir du moment, c'est pour ça que Lys a montré le livre qu'on a fait en hommage à Maximilien Laroche. Avec lui, il y a une bonne vingtaine, n'est-ce pas, de professeurs québécois qui sont venus et qui s'intéressaient vraiment. Ils voulaient savoir qu'est-ce que l'anthropophagie culturelle. Oui. On ne nous a jamais demandé, les professeurs qui venaient de France et qui n'étaient pas intéressés au dialogue, aux échanges. Oui, c'est vrai. Ils étaient intéressés à dire ce qu'ils savaient. Et on a trouvé de l'interlocution avec les écrivains du Québec et de la Caraïbe en général aussi, tous ceux qui sont venus. Édouard Glissant, notre grand maître à penser, n'est-ce pas, de cette notion de diversité et relation, parce que ça sert à rien simplement de dire la diversité s'il n'y a pas de relation. Et donc ce livre d'Édouard Glissant, n'est-ce pas, la diversité et la relation, c'est ça qui
nous avons Ce trouvé. qui nous a séduit au Québec, cette diversité en relation, parce que c'est ça le Brésil. Le Brésil, c'est un continent avec plusieurs, je dirais même plusieurs nations unies par d'une façon extraordinaire et qui trouvent des modes de relations différenciés entre chaque État, parce que chaque État est vraiment différent de l'autre. Et c'est ce qui nous a séduit au Québec, quand nous avons été la première fois dans les salles de l'Université Laval pour faire ces 3 semaines d'immersion en culture québécoise. C'était ça, de voir il n'y avait plus le vous, les hiérarchies, il y avait une tentative de rapprochement. Et j'ai été même impressionnée parce qu'à la fin, ils nous ont passé un formulaire pour écrire. Et une des questions était, est-ce que vous pensez que le Québec pourrait appartenir à l'Amérique latine? J'ai dit, pourquoi ils veulent ça, appartenir à l'Amérique latine? C'est une langue latine. L'Amérique latine, je dis, ils ont envie d'appartenir à l'Amérique latine. Et moi, si on avait une mentalité d'infériorité, d'être latino-américain, là, j'ai dit, bon, ils veulent être comme nous. C'était intéressant. Et à partir de là, nous nous sommes bien rapprochés. Bon, nous terminons, mais pour finir, je vais céder à la tentation encore de poser une question sur mon roman favori de Catherine Mavroukakis, qui c'est Oscar de Profundis, qui m'a beaucoup impressionné en 2018 parce qu'on était en campagne présidentielle au Brésil. Et quand j'ai lu ça, je sais pas, quelque chose m'a complètement bouleversée. Parce que, bon, là, elle abandonne tout à fait la voie autobiographique, des mémoires, pour créer un roman politique. Et Oscar de Profundis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Un État mondial a comme objectif d'anéantir les pauvres du monde. Imaginons ce que c'est lire ça en 2018. Que, comme elle appelle, pour construire des pays habités seulement par les nantis. Bon. La peste noire arrive à Montréal, qui ne parle plus le français, et la peste anéantit la moitié de la population. Il y a une leçon de morale à la fin, parce que l'État mondial, il gagne, ils peuvent nettoyer après tous les pauvres et les cadavres qui sont à Montréal, parce qu'ils les laissent tomber, hein, ils ne les laissent pas, ils les laissent mourir. Alors, donc, ce qu'il y a, la leçon de morale, c'est que Catherine dit à la fin, comme la narratrice, elle dit, le monde capitaliste ne peut pas vivre sans des gens à servir. La valetaille, une partie de la population qui s'est reproduite à nouveau. Ils ont beau nettoyer Montréal et leur donner à tout le monde, dit aux touristes et à tous les autres nantis, et dit voilà, une ville propre, sans des pauvres, sans de la misère, sans rien. Mais cette partie de la population, elle se reproduit à nouveau au fur et à mesure que la mondialisation économique va avancer avec cette nouvelle rapine. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Ben, d'abord, merci Licia d'aimer ce roman parce que c'est le roman que les gens aiment le moins et moi, c'est mon roman préféré aussi de ce que j'ai écrit. Parce que j'ai beaucoup souffert en l'écrivant. C'est pas facile d'avoir écrit ce texte pour moi pour de nombreuses raisons, mais parce que aussi j'avais l'impression de décrire avec beaucoup de cruauté, non pas un monde à venir, mais le monde tel qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Mieux après. Oui, mais bon, la peste, pour moi, c'était un peu une métaphore, mais il y a une peste qui s'abat juste sur les pauvres. Et bon, ce qui est bon. Et j'avais l'impression de... Alors, je me disais, bon, c'est vrai que je le pense vraiment. C'est-à-dire, je pense que le monde vise à éliminer les pauvres, mais
ce monde capitaliste dans lequel nous sommes a besoin de pauvres pour exister. On le voit, hein, tout ce discours en ce moment sur le manque de main d'œuvre, c'est-à-dire maintenant on a pu donner des allocations à des gens pendant la pandémie, ce qui pourrait d'ailleurs être le cas tout le temps. On pourrait toujours donner des allocations à des gens. Et bien maintenant, les gens n'ont plus envie de travailler de la même façon et ils ont bien raison. Alors tout ça, c'est le monde tel qu'on connaît a besoin d'une certaine pauvreté pour que les riches puissent avoir de quoi se faire servir. Donc j'avais envie d'écrire là-dessus et puis j'avais envie de créer j'avais envie de créer tout ça à Montréal parce que ça me venait à Montréal. Quand j'étais enfant, et je vais le dire comme ça, il n'y avait pas beaucoup de pauvres à Montréal dans les rues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvreté, mais il y avait une autre répartition de la ville. Et les pauvres étaient plutôt, il y en avait beaucoup dans les régions, il y avait tout un système de charité, etc. Je ne veux pas idéaliser avant, mais il y a tellement de sans-abri à Montréal depuis mon enfance. Maintenant, j'ai 61 ans et j'ai vu quelque chose d'exponentiel. Oui. Ce qui est pareil dans toutes les villes. Je m'en vais quand je vais à Los Angeles, il y a les gens vivent sous les autoroutes, etc. Et j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler d'une ville comme Montréal qui est pas très grande, mais qui est réussi à faire qu'il y ait de plus en plus de gens pauvres dans cette ville. Vrai. Et c'est triste parce que c'est une ville qui mériterait, qui pourrait faire autrement. Oui, c'est pas drôle d'être pauvre à Montréal. L'hiver, c'est particulièrement difficile. Donc, surtout voilà. Autour de l'Université du Québec à Montréal. Oui, ou tu sais, moi j'habite tout près j'en parle souvent avec mon ami Simon Harel, que tu connais, Licia. Oui. J'habite tout près du Square Cabot. Tu sais là aussi, il y a beaucoup d'Inuits, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui, je vois ça. Donc, c'est vraiment, Montréal, c'est pas, il y a quelque chose qui se passe et qui, à mon avis, va continuer. Oui, c'est vrai. Parce que quand je suis arrivée ici pour faire le doctorat aussi, j'ai vu que ce n'était pas comme ça. Non. Bon, nous achevons. Malheureusement, ça a été une très belle émission, je trouve. J'espère que notre public a apprécié. Je vais vous remercier. Je remercie Zila Bent, qui est toujours avec nous, la professeure et spécialiste des études québécoises et canadiennes. Je remercie Catherine Mavrikaki, cette écrivaine, auteure québécoise vraiment extraordinaire. Et si vous voulez dire des mots pour finir, adressés à notre public, bon, c'est déjà la fin. Mais merci beaucoup Alicia aussi, merci infiniment, puis merci à tout le monde qui était là de votre écoute et de votre enthousiasme, voilà. Je remercie beaucoup de cette occasion unique, n'est-ce pas, de partager avec Catherine, que j'avais connue l'année dernière lors d'un colloque à l'Université. Les journées françaises. Oui. C'était aussi la période de la semaine de la francophonie. Oui, c'est ça. Et maintenant, on a pu échanger. J'espère qu'on puisse continuer avec Mais bien sûr, ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début. On espère qu'on va être les 3 un jour à Montréal. Oui. Ou au Brésil. Parce que là, nous sommes chacune dans un continent différent. Zila est en Amérique du Sud, moi en Amérique du Nord, et Catherine dans une ville que j'adore en Europe, Berlin. Il n'y a plus eu de Berlinale avec la pandémie, c'est ce qui est extraordinaire. Bon, alors là, 3 continents différents. Et c'est ça là, ce qui est extraordinaire avec la technologie, c'est qu'on peut faire ça, on peut
on peut être ensemble trois, chacune dans un continent différent. C'est ce qu'on a découvert. La pandémie a quand même nous a fait découvrir ces merveilles technologiques. Voilà. Donc, on remercie aussi la technique, vous pouvez leur dire, parce que je pense pas qu'ils comprennent le français, mais remercions la technique qui a été très présente. Merci. Ellen, obrigada. Ellen, oui, ela compreende très bien. Ela está ali agradecendo muito, viu? Dizendo muito obrigada. Se você quiser vir aqui, você venha, apareça aqui, que é pra gente ver e agradecer. Apareça aí, Ellen. Aí ela. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Merci d'avoir veillé sur nous. Obrigada. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Que você esteja conosco de novo. Muito obrigada. Tchau, Ellen. Tchau, Catrine. Tchau, Zilá. Ciao, Alicia. À bientôt. À bientôt. Tchau.